Bonjour, aujourd'hui on va commencer avec le cinquième chapitre, le tissu osseux. Dans ce chapitre, on va voir en détail les caractéristiques de la matrice osseuse, les différentes cellules présentes dans ce tissu, ensuite le rôle de ce tissu dans notre organisme. Tout d'abord, le tissu osseux fait partie des tissus conjonctifs spécialisés, squelettiques. Donc, il est avec le cartilage les constituants principaux du squelette. C'est un tissu rigide et imperméable. Imperméable, c'est à l'inverse du tissu cartilagineux que nous avons vu la dernière fois. Dans le tissu cartilage, nous avons vu que c'était un tissu rigide mais avec une matrice perméable. Ici, dans l'os, c'est une différence avec le cartilage. La matrice ici, elle est imperméable. Encore une autre différence avec le cartilage, c'est la vascularisation et l'innervation. Le tissu osseux, il est richement vascularisé et innervé. D'origine mésenchymateuse, pareil comme tous les autres tissus conjonctifs, dérive de la couche embryonnaire moyenne, mésoblaste ou bien le tissu mésenchymateux. Le tissu osseux, c'est un tissu dur, résistant, mais cassant. Cassant, c'est-à-dire il ne possède aucune souplesse ou flexibilité comme le cartilage. Donc, quand il est soumis à une force importante, cette force, elle peut casser l'os. Il est un tissu vivant et en perpétuel remaniement, c'est-à-dire toujours il y a une nouvelle matrice qui est synthétisée, une ancienne matrice qui est dégradée, éliminée, plus avec toujours il y a des nouvelles cellules qui sont différenciées. Ce tissu est formé de, comme tous les autres tissus, formé de cellules et matrices. Les cellules sont quatre types de cellules osseuses. On va voir aujourd'hui les quatre types en détail. Encore formé d'une matrice qui est rigide et imperméable. C'est le seul tissu dans notre organisme qui possède une matrice imperméable. Quand on dit matrice imperméable, c'est-à-dire on oublie la diffusion. Il n'y a pas de diffusion à travers la matrice. Nous avons vu la diffusion dans tous les autres tissus. Encore, il constitue la plus grande partie du squelette des vertébrés. Bien sûr, la partie principale du squelette, c'est le tissu osseux avec une petite partie qui est le cartilage. Maintenant, les fonctions du tissu osseux. Les tissus osseux possèdent plusieurs fonctions. 1. Soutien du corps et les tissus mous. 2. Rôle mécanique. Il constitue le point d'attachement aux muscles. Nous avons vu avant que le tendon relie le muscle squelettique avec le squelette. Un rôle de protection mécanique, il protège les organes internes, par exemple le cœur, les poumons, le système nerveux central. Un rôle encore, l'os possède un rôle métabolique important, il régule le métabolisme phosphocalcique. Le métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire phosphore et calcium. On sait bien que le squelette est le stock principal du calcium dans notre organisme. Le métabolisme, c'est-à-dire soit la synthèse, l'accumulation du phosphore et calcium dans l'os, soit l'inverse. On libère le phosphore et le calcium du squelette vers le sang pour l'utiliser ailleurs. Encore, le tissu osseux joue un rôle important dans l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est le processus de la formation de cellules sanguines. Donc, les cellules sanguines sont synthétisées, sont formées au niveau de l'os. Comment au niveau de l'os? À l'intérieur de l'os. À l'intérieur de l'os se trouve la moelle osseuse rouge. La moelle osseuse rouge, c'est un tissu
qui contient des cellules souches. Et ces cellules souches se différencient pour donner les cellules sanguines. Donc, on dit que la moelle osseuse rouge hématopoïétique est cachée à l'intérieur de l'os. On va voir ce détail plus tard. Maintenant, les cellules osseuses. Le tissu osseux possède ou contient deux populations cellulaires. Première population, c'est la lignée ostéoblastique qui est responsable de l'ostéogenèse. L'ostéogenèse, c'est la formation, la synthèse de la matrice osseuse, c'est-à-dire la croissance du tissu osseux. La deuxième lignée, c'est la lignée ostéoclastique, rôle inverse, possède un rôle inverse. Elle est responsable de la résorption osseuse. Donc, ces deux lignées cellulaires, la première assure la synthèse d'une nouvelle matrice. La deuxième lignée, elle est responsable de la résorption de la dégradation ou bien l'élimination de l'ancienne matrice. On commence avec la première lignée, les cellules ostéoformatrices. D'après son nom, ostéoformatrice, c'est-à-dire qui forme, qui synthétise la matrice osseuse. Nous avons trois cellules ostéoformatrices, les ostéoblastes, les cellules bordantes et les ostéocytes. Les trois dérivent de cellules souches mésenchymateuses qui s'appellent la cellule ostéoprogénitrice. C'est une cellule mésenchymateuse qui dérive de la couche embryonnaire moyenne, le mésoblaste, et elle est à l'origine de ces trois cellules. Maintenant, deuxième lignée cellulaire osseuse, c'est la quatrième cellule, la cellule ostéorésorbante. Elle dégrade la matrice extracellulaire, c'est-à-dire sa fonction est l'inverse ou l'opposé de ces trois cellules. Elle s'appelle ostéoclaste. L'ostéoclaste, donc, a une fonction inverse ou opposée aux cellules ostéoformatrices, encore a une origine différente que les cellules ostéoformatrices. L'ostéoclaste dérive de la lignée hématopoïétique, c'est-à-dire elle dérive de cellules sanguines. Quelle cellule sanguine dérive de la cellule qui s'appelle le monocyte? Donc, dérive de la lignée hématopoïétique, dérive de la moelle osseuse. Et comment se forme l'ostéoclaste? Par la fusion de plusieurs cellules monocytaires. L'ostéoclaste, c'est l'addition, c'est l'assemblage de plusieurs cellules en une seule cellule. On va voir en détail plus tard comment se forme l'ostéoclaste et comment fonctionne. Tout d'abord, on commence avec les cellules ostéoformatrices. On voit ici un dessin ou un schéma pour un tissu osseux. À la surface en haut, comme vous voyez, nous avons ostéoblastes, cellules bordantes. À l'intérieur de la matrice osseuse, ici c'est la matrice osseuse, à l'intérieur de la matrice osseuse, nous avons la troisième cellule ostéoformatrice qui s'appelle ostéocyte. La quatrième cellule osseuse, c'est l'ostéoclaste. L'ostéoclaste, elle est toujours à la surface. Donc, on peut conclure que à l'intérieur de la matrice osseuse, nous avons un seul type cellulaire qui est l'ostéocyte. À la surface, les ostéoblastes, cellules bordantes et ostéoclastes. On commence avec la lignée ostéoblastique qui est d'origine mésenchymateuse. La fonction de cette lignée, c'est l'élaboration et le maintien du tissu osseux, c'est-à-dire la synthèse de la matrice, et elles font encore ces cellules régulent la synthèse et encore participent ou bien régulent la dégradation, c'est-à-dire ces cellules, la lignée ostéoblastique régule ou bien contrôle la fonction de la lignée ostéorésorbante, c'est-à-dire l'ostéoclaste. On commence maintenant avec la première cellule
ostéoformatrices. Les cellules bordantes. Ce sont des cellules aplaties, très peu épaisses, allongées, comme vous voyez ici, et tapissent la surface osseuse qui est au repos, c'est-à-dire la surface qui est non soumise ni à la formation ni à la résorption osseuse, c'est-à-dire il n'y a ni formation de nouvelles matrices ni dégradation de l'ancienne matrice. Les cellules bordantes forment à la surface une monocouche. Cette cellule contient peu d'organites. Cette cellule, elle est peu active, ne se multiplie pas et l'activité métabolique est très faible. Les cellules bordantes communiquent entre elles par des jonctions GAP. Donc, dans le tissu osseux, les cellules osseuses communiquent entre elles, possèdent des jonctions intercellulaires et le type de ces jonctions, c'est GAP. La cellule bordante, ou bien les cellules bordantes, émettent des prolongements cytoplasmiques. Les prolongements qu'on voit ici, au sein de la matrice, émettent des prolongements. On voit des prolongements cytoplasmiques vers la matrice ou bien à la surface. Le but, c'est de communiquer avec les cellules voisines. Donc, les cellules bordantes communiquent avec les cellules voisines, avec les ostéocytes qui sont imprégnés, qui sont à l'intérieur de la matrice osseuse, ou bien communiquent avec les cellules, les ostéoblastes qui sont à la surface. Encore une chose ici, quand on dit forme une monocouche à la surface des zones osseuses non soumises ni à la formation ni à la résorption osseuse, les cellules bordantes, quand elles forment une monocouche, elles empêchent les ostéoclastes de venir. Et maintenant, quelle est l'origine de ces cellules? Comme nous avons vu avant, dérive des cellules mésenchymateuses. Mais encore, ces cellules bordantes sont des ostéoblastes au repos, c'est-à-dire quelques semaines, quelques jours avant, ces cellules bordantes étaient des ostéoblastes. Mais vu que ce tissu ou bien cette surface osseuse n'a besoin ni de la synthèse d'une nouvelle matrice, ni de la dégradation de la matrice présente, donc ce tissu ou bien cette matrice a transformé les ostéoblastes en cellules bordantes. Et encore, quelques jours ou quelques semaines plus tard, quand la surface osseuse a besoin d'une nouvelle matrice, les cellules bordantes peuvent se différencier de nouveau pour se transformer en cellules ostéoblastes. Maintenant, les ostéoblastes. Ce sont des cellules cubiques ou polyédriques, dérivent de la cellule souche mésenchymateuse qui s'appelle cellule ostéoprogénitrice. Cette cellule ostéoprogénitrice, elle est à l'origine des ostéoblastes, des cellules bordantes et des ostéocytes. Les ostéoblastes sont situés en couche continue à la surface du tissu osseux en formation. Les cellules bordantes étaient à la surface du tissu osseux au repos. Maintenant, les ostéoblastes à la surface du tissu osseux en formation, c'est-à-dire tissu osseux qui synthétise, qui forme des nouvelles matrices. Maintenant, les caractéristiques morphologiques de cette cellule: un grand noyau ovalaire dans la région basale, contient un nucléole volumineux. La caractéristique la plus importante, c'est ici. Leur cytoplasme est basophile. On sait déjà pourquoi le cytoplasme est basophile. Elle est riche en organites impliqués dans la synthèse protéique. Donc, l'ostéoblaste participe principalement à la synthèse de la matrice osseuse. On voit ici un dessin qui montre ici la matrice, à la surface de la matrice ostéoblaste, à l'intérieur de la matrice on voit l'ostéocyte, et
regardez comment l'ostéoblaste envoie des prolongements cytoplasmiques à l'intérieur de la matrice et encore à la surface. Ces prolongements jouent un rôle très important, jouent un rôle de communication avec les cellules voisines. Comme vous voyez ici, communication avec l'ostéocyte. Ici, peut-être la communication avec ostéoblaste, cellules ostéoblastes voisines ou bien cellules bordantes voisines. Et n'oubliez pas que la matrice osseuse est imperméable. Donc, on ne peut pas sécréter ou mettre des molécules signal à la surface et par diffusion, ces molécules vont arriver jusqu'à l'ostéocyte. Ici, la matrice est imperméable. Donc, pour la communication intercellulaire, nous avons besoin des prolongements cytoplasmiques. Et ici, à l'extrémité de chaque prolongement, on voit des jonctions de type gap. Les ostéoblastes possèdent un contour irrégulier, c'est-à-dire leur membrane cytoplasmique n'est pas homogène, n'est pas lisse, car cette cellule présente de longs prolongements cytoplasmiques qui se dirigent vers le tissu osseux en formation et vers les cellules voisines. Nous avons vu ça dans la figure précédente. Et le contact entre le corps cellulaire de deux cellules ostéoblastes voisines ou bien entre leurs prolongements permet d'observer des jonctions de type gap, c'est-à-dire la communication entre les cellules. Maintenant, autre caractéristique, et on va voir la fonction de ces cellules. Les ostéoblastes sont des cellules jeunes et actives, c'est-à-dire sont mitotiquement et métaboliquement actives. Les ostéoblastes se multiplient activement et synthétisent la matrice osseuse. Ont une activité de synthèse importante. On va voir ici les détails de cette activité de synthèse. Les ostéoblastes participent à la construction de l'os par l'élaboration de sa matrice extracellulaire organique. C'est-à-dire, les ostéoblastes sont responsables de la synthèse de la matrice osseuse. Mais quelle matrice? La matrice organique. C'est la première fois qu'on parle d'une matrice organique parce que toutes les matrices normalement sont organiques. Dans des chapitres ou bien dans les tissus précédents, toujours la matrice était organique. Mais dans le tissu osseux, nous avons, dans le tissu osseux, encore dans le cartilage, c'est dans les tissus squelettiques. Mais dans le tissu osseux, la partie minérale est plus importante. Donc, seulement dans les tissus squelettiques, on parle d'une matrice minérale ou bien d'une partie minérale dans la matrice. Dans l'os maintenant, les ostéoblastes sont responsables de la synthèse de la matrice extracellulaire organique. Elle s'appelle encore substance ostéoïde. Et la nouvelle matrice va être apposée à la surface. Donc ici, l'ancienne matrice est imperméable, c'est-à-dire tout ce qu'on synthétise, tout ce qu'on fabrique à la surface reste à la surface. Et après, quelques jours plus tard, les ostéoblastes, après la synthèse de la matrice organique, l'ostéoblaste maintenant commence la libération de phosphate tricalcique. Phosphate tricalcique, c'est une molécule qui contient du phosphate et du calcium. Et encore libère de la phosphatase alcaline. La phosphatase alcaline, c'est une enzyme. Son rôle ou bien sa fonction principale, c'est la libération des molécules de phosphate dans la matrice ou bien dans le tissu osseux à partir des molécules qui contiennent du phosphate. Donc la phosphatase alcaline assure la libération du phosphate. Pourquoi? Parce que quelques jours plus tard, les ostéoblastes vont contrôler le processus de la minéralisation de ce tissu osseux formé. Donc, en résumé, les ostéoblastes, tout d'abord à la surface du tissu osseux,
synthétise, libère la matrice extracellulaire organique. Quelques jours plus tard, quand l'ostéoblaste termine la synthèse de la matrice organique, elle commence la deuxième fonction qui est la libération de la phosphate tricalcique et la phosphatase alcaline. Cette deuxième fonction, c'est la minéralisation de la matrice organique. Donc, ici commence l'apparition de la partie minérale dans la matrice osseuse. Donc, on peut dire que les ostéoblastes sécrètent directement la matrice organique et participe encore responsable de la minéralisation ou bien la formation de la matrice minérale. Encore une troisième fonction des ostéoblastes, elle participe à la régulation du remodélage osseux. Remodélage osseux, c'est-à-dire la dégradation, la résorption de la matrice de l'ancienne matrice osseuse. C'est ça le remodélage. Mais comment les ostéoblastes participent au remodélage? Parce qu'au début, nous avons dit que les ostéoformatrices synthétisent la matrice, les ostéorésorbantes dégradent la matrice. Mais encore, les ostéoformatrices participent ou bien aident les ostéorésorbantes dans leur fonction. Comment? Les ostéoblastes participent directement en sécrétant des enzymes protéolytiques. Les enzymes protéolytiques dégradent les protéines ou bien la partie organique dans la matrice osseuse. Et encore participent indirectement, et c'est ça la fonction la plus importante dans la régulation du remodélage, en libérant des facteurs de croissance des molécules signal qui vont agir sur les ostéoclastes. C'est-à-dire, les ostéoblastes sécrètent la matrice osseuse et encore stimulent la dégradation en régulant les ostéoclastes ou bien en sécrétant certaines enzymes protéolytiques. Donc, les ostéoclastes travaillent sous le contrôle des ostéoblastes. Maintenant, les ostéoblastes, comme j'ai dit avant, ce sont des cellules qui sont métaboliquement et mitotiquement actives. Mais quel est le devenir de ces cellules? Certaines cellules ostéoblastes meurent par apoptose. La apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Chaque cellule a une durée de vie. Et à la fin de sa vie, cette cellule sera éliminée et dégradée. C'est ça l'apoptose. D'autres ostéoblastes se mettent au repos sous forme de cellules bordantes. Nous avons vu ça dans la partie précédente quand nous avons parlé des cellules bordantes. C'est-à-dire, une fois les ostéoblastes arrêtent la synthèse de la matrice osseuse, se transforment en cellules bordantes, c'est-à-dire diminuent leur taille et réduit ou bien diminue le nombre des organites dans le cytoplasme et arrête la division cellulaire. Encore le troisième devenir ou bien la troisième modification ou différenciation des ostéoblastes, les ostéoblastes qui s'enferment dans la matrice minéralisée constituent 10% des ostéoblastes, se transforment progressivement en ostéocytes. Donc les ostéocytes, ce sont des ostéoblastes matures. On peut dire plutôt des ostéoblastes adultes, pas matures, adultes. Donc les ostéoblastes, quand ils synthétisent la matrice organique recouvre l'ostéoblaste au fur et à mesure que l'ostéoblaste sécrète cette matrice. Après quelques jours, l'ostéoblaste sera complètement entouré ou bien imprégné par la matrice. Après minéralisation de la matrice, l'ostéoblaste se transforme en ostéocyte. Et le nombre ou bien le pourcentage des ostéoblastes qui se différencient en ostéocytes, c'est seulement 10%. Les 90%, les autres, ou bien meurent par apoptose, ou bien se différencient, ou bien se mettent au repos. On ne dit pas se différencier, se mettent au repos sous forme de cellules bordantes. Maintenant,
la troisième cellule ostéoformatrice, les ostéocytes. Ce sont des cellules adultes, plutôt que différenciées, qui ne peuvent plus se diviser. Donc, la première différence entre ostéocytes et ostéoblastes, les ostéocytes ont perdu leur pouvoir mitotique. Leur forme étoilée, c'est-à-dire ici, les ostéocytes possèdent des prolongements, des expansions cytoplasmiques plus longues que celles des ostéoblastes et encore plus nombreuses. Leur noyau est central et ovoïde, ont un corps cellulaire, d'où se détachent des prolongements fins creusés dans la matrice. Donc ici, juste, on veut dire que le corps cellulaire, la cellule, possède plusieurs prolongements fins creusés dans la matrice, c'est-à-dire ces prolongements sont présents dans la matrice. Et vu que la matrice est imperméable et rigide, donc il nous faut des canalicules ou bien des tunnels à l'intérieur de la matrice. Et à l'intérieur de chaque tunnel se trouvent les prolongements cytoplasmiques. Dans les prolongements, il n'y a pas d'organites, donc les organites se trouvent dans le corps cellulaire. Le REG et le Golgi sont réduits. C'est normal parce que les ostéocytes synthétisent moins de la matrice, donc sont métaboliquement moins actifs que les ostéoblastes, mitotiquement zéro, pas de division. Encore vu que ces cellules synthétisent moins de la matrice osseuse, donc la basophilie cytoplasmique encore est moins marquée que les ostéoblastes, que celle des ostéoblastes. C'est-à-dire, ici, ces cellules sont faiblement basophiles. Encore, nous avons dit que les ostéocytes sont à l'intérieur de la matrice osseuse minéralisée, comme dans le cartilage. Dans le cartilage, nous avons dit que la cellule chondrocyte est logée dans une cavité qui s'appelait chondroplaste. Ici, pareil, chaque ostéocyte à l'intérieur de la matrice minéralisée est contenu ou bien logé dans une cavité ou bien dans une logette qui s'appelle la lacune ostéocytaire ou bien s'appelle ostéoplaste. Donc, pareil dans l'os que dans le cartilage, à l'intérieur de la matrice, il y a des cavités. Et à l'intérieur de la cavité, il y a la cellule adulte, l'ostéocyte. Les lacunes sont reliées entre elles. Ça, c'est un point de différence avec le cartilage. Là-bas, les lacunes étaient éloignées l'une des autres et communiquent, et les cellules logées à l'intérieur des lacunes dans le cartilage communiquent entre elles en sécrétant des facteurs de croissance, et ces facteurs passent par diffusion d'une cellule à une autre. Ici, il n'y a pas de diffusion. Donc, la cellule osseuse ostéocyte, pour communiquer avec autres ostéocytes ou bien avec la surface, avec ostéoblastes ou cellules bordantes, a besoin de communiquer par l'intermédiaire des fins prolongements cytoplasmiques. Et les prolongements cytoplasmiques traversent les canalicules. Donc, les lacunes, les cavités sont reliées entre elles par des tunnels ou bien par des canalicules. Et à l'intérieur de ces canalicules se trouvent les fins prolongements cytoplasmiques des ostéocytes dont les extrémités présentent des jonctions de type gap. Et ces jonctions de type gap se forment avec les prolongements de la cellule voisine. La cellule voisine peut être soit ostéocyte ou bien une cellule de surface ostéoblaste ou cellule bordante. Les canalicules permettent à tous les ostéocytes d'avoir accès à différentes molécules. Différentes molécules, par exemple nutriments, ou bien molécules signal ou bien facteurs de croissance. Maintenant, à l'intérieur de la lacune ostéocytaire. Donc, on peut imaginer maintenant la matrice osseuse minéralisée, elle est rigide, cassante, imperméable, mais la
lacune ostéocytaire, à l'intérieur, il n'y a pas de minéralisation. Il y a la cellule qui s'appelle l'ostéocyte et à la surface entre la cellule l'ostéocyte et le bord ou bien la limite de la cavité qui s'appelle l'ostéoplaste, existe un mince espace qui s'appelle espace périostéocytaire, qui est non minéralisé. Et dans cet espace, on trouve des fibres de collagène et une forte concentration de protéoglycanes. Donc, à l'intérieur de la cavité ou bien à l'intérieur de la lacune ostéocytaire, nous avons une forte concentration de protéoglycanes avec quelques fibres de collagène. Et encore une chose, dans chaque lacune, dans chaque ostéoplaste, on trouve seulement une seule cellule, un seul ostéocyte, car l'ostéocyte ne se multiplie pas. Dans le cartilage, dans le chapitre tissu cartilagineux, nous avons vu que chaque chondroplaste peut contenir une ou plusieurs cellules. Ici, dans l'os, non, chaque cavité contient une seule cellule car l'ostéocyte ne se multiplie pas. Maintenant, les ostéocytes sont des cellules métaboliquement moins actives que les ostéoblastes, nous avons dit ça avant. Leur rôle responsable des échanges minéraux permanents entre le tissu osseux et le sang et ils maintiennent l'équilibre phosphocalcique. Cette fonction encore, nous avons vu que cette fonction était assurée encore par l'ostéoblaste, mais encore l'ostéocyte continue à assurer cette fonction, mais cette fonction ici est moins importante que celle des ostéoblastes. Assure encore le maintien du tissu osseux en assurant le renouvellement et la maintenance, mais encore cette activité elle est moins importante que celle d'ostéoblastes. Ici, la troisième fonction des ostéocytes intervient dans la résorption osseuse à la périphérie de la lacune en sécrétant de... Ici, il faut faire attention. Quand on dit résorption osseuse à la périphérie de la lacune, cela ne veut pas dire que on dégrade toute la matrice. Seulement ici, à la place de cette phrase, on peut dire intervient dans la formation des tunnels ou bien canalicules. C'est ça la résorption osseuse à la périphérie de la lacune. Donc, la résorption osseuse assurée par l'ostéocyte, c'est seulement la formation de la canalicule ou bien du tunnel. Comment se fait cette résorption? En sécrétant de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un acide de faible pH, c'est un acide organique de faible pH qui fait dissoudre le calcium qui se trouve dans l'os minéralisé. Encore phosphatase acide, fonction similaire que celle de la phosphatase alcalin, c'est-à-dire la dégradation ou bien la libération du phosphate. Des enzymes protéolytiques et des peptidases pour dégrader la partie organique de la matrice. Donc, il s'agit de déminéralisation localisée. Déminéralisation localisée, c'est-à-dire formation du tunnel ou bien canalicule pour relier les lacunes ou bien l'ostéoplaste entre elles. Encore déminéralisation localisée sont des organisations des autres constituants de la matrice. C'est-à-dire, ici, le rôle n'est pas la dégradation, la résorption de toute la matrice, c'est seulement la formation de tunnels. Maintenant, le deuxième groupe des cellules, les ostéoclastes. Leur fonction, c'est l'opposé des ostéoformatrices. Les ostéoclastes, tout d'abord, se forment à partir des monocytes sanguins. Les monocytes migrent à travers la circulation sanguine vers le tissu osseux et dans le tissu osseux se différencient en préostéoclastes. Donc, les monocytes ne se différencient pas directement en une seule étape en
ostéoclastes, tout d'abord, se différencient en pré-ostéoclastes. Ensuite, plusieurs pré-ostéoclastes, une trentaine à cinquantaine de pré-ostéoclastes, fusionnent ensemble pour former les ostéoclastes plurinucléés. L'ostéoclaste, c'est une cellule géante formée par la fusion de 30 à 50 pré-ostéoclastes et elle contient 30 à 50 noyaux. L'ostéoclaste ne se multiplie pas. Les ostéoclastes se trouvent toujours à la surface du tissu osseux. Maintenant, l'aspect microscopique, c'est-à-dire si on met l'ostéoclaste sous le microscope, on voit que les ostéoclastes sont des cellules de grande taille, diamètre 50 à 100 micromètres, multinucléées, nous avons dit ça avant, 30 à 50 noyaux car elle est formée à partir de 30 à 50 pré-ostéoclastes qui dérivent à leur tour de 30 à 50 monocytes. Ce sont des cellules polarisées. On va voir ici comment se manifeste cette polarité. Possède une bordure en brosse avec des longues microvillosités en contact de la matrice extracellulaire. C'est ici la polarité. Donc, la surface cellulaire qui est en contact direct avec la matrice osseuse possède une bordure en brosse, possède des microvillosités. On va voir plus tard quel est le rôle ou l'importance de ces microvillosités. Elle est riche en vacuoles de phagocytose. Les vacuoles de phagocytose contiennent des enzymes et des substances qui assurent la dégradation et la destruction de la matrice qu'on va voir, la matrice minérale et organique. Le cytoplasme varie de la basophilie à l'acidophilie selon la fonction. Donc ici, on ne peut pas dire que le cytoplasme est toujours basophile ni toujours acidophile. Cela dépend de la fonction ou bien de l'état de la cellule. Quand la cellule fabrique, synthétise des protéines et les enzymes des vacuoles de phagocytose, le cytoplasme est basophile. Mais quand la cellule commence la dégradation de la matrice osseuse, le cytoplasme se transforme en acidophile. Comment fonctionnent les ostéoclastes? Les ostéoclastes sont des cellules mobiles. Donc, ce sont des cellules qui se déplacent à la surface de la matrice osseuse, ne restent pas sur le même endroit. Ce sont des cellules phagocytaires. Phagocytaires, ce sont des cellules qui dégradent, qui mangent la surface osseuse. Leur fonction est la destruction du tissu osseux. Mais bien sûr, cette destruction est bien organisée et bien régulée. Cette résorption est contrôlée par l'ostéoblaste. Nous avons vu ça avant. Nous avons vu que l'ostéoblaste indirectement régule ou bien participe indirectement à la dégradation ou bien à la résorption osseuse en sécrétant des facteurs de croissance permettant la coordination de la synthèse et de la destruction. Donc l'ostéoblaste, c'est le chef d'orchestre qui régule la synthèse et qui participe directement à la synthèse de la matrice et indirectement à la dégradation de la matrice en contrôlant les ostéoclastes. Comment se fait la dégradation osseuse? Tout d'abord, les ostéoclastes sont activés par les facteurs de croissance sécrétés par l'ostéoblaste. Une fois activés, les microvillosités des ostéoclastes se lient à la matrice extracellulaire. Donc, les microvillosités par l'intermédiaire des jonctions spécifiques se lient à la matrice et assurent une acidification de la zone située à la surface de l'os. Ici, on dit la zone située entre la bordure en brosse et l'os. C'est-à-dire, c'est la surface. Les microvillosités libèrent des ions H+ à
à la surface dans cette zone, la libération des ions H+, diminue le pH jusqu'à 5. Cette acidification assure la dissolution de la fraction minérale, c'est-à-dire la dissolution du calcium, de la matrice, de la partie minérale de la matrice. Encore, la matrice extracellulaire osseuse n'est pas seulement partie minérale, n'est pas seulement matrice minérale, encore il y a une matrice organique. Encore les ostéoclastes libèrent des enzymes hydrolases lysosomiales qui sont dans les vacuoles phagocytaires, sont impliqués dans la dégradation de la matrice extracellulaire. Encore libèrent des enzymes qui vont dégrader la partie organique de la matrice. Ensuite, l'ostéoclaste récupère tous les débris ou bien tous les déchets après la dégradation. Certains produits de la déminéralisation et de l'hydrolyse protéique peuvent être résorbés par endocytose, c'est-à-dire l'ostéoclaste nettoie la surface osseuse après dégradation. On voit ici l'ostéoclaste, comme vous voyez, elle est multinucléée. On voit ici les vacuoles de phagocytose, les vacuoles lysosomiales qui contiennent les enzymes de dégradation ou bien les enzymes, les hydrolases qui sont synthétisées ici dans le cytoplasme et accumulées à l'intérieur. Durant la synthèse et l'accumulation de ces protéines à l'intérieur des vacuoles, le cytoplasme était basophile. Mais, comme vous voyez ici, c'est le pôle ou bien c'est la région où on voit les microvillosités. C'est la bordure en brosse. Comme vous voyez, la membrane cytoplasmique de l'autre côté, de l'autre partie de la cellule est lisse. La membrane, elle est lisse ici. Seulement la face qui est en contact avec la surface de la matrice osseuse possède cette bordure en brosse. La bordure en brosse, comme vous savez, augmente la superficie de la cellule ici. Et au niveau de ces microvillosités, nous avons des canaux pour les ions H+. Une fois la cellule, l'ostéoclaste, est attachée et fixée à la surface, les microvillosités commencent à libérer dans cette région des ions H+. L'accumulation des ions H+, ici réduit ou bien diminue le pH, rend la surface acide, ce qui détruit la partie minérale. Encore les enzymes accumulées ici sont libérées pour éliminer la partie organique. Une fois terminée, la cellule par endocytose récupère tous les débris ou bien les déchets à la surface. Ensuite, la cellule quitte cette zone et passe à côté pour dégrader le reste de la matrice. Comme vous voyez ici, on voit que la cellule a formé une cavité. Cette cavité s'appelle lacune de Hauship. La lacune de Hauship, c'est la région dégradée par l'ostéoclaste. Maintenant, après les cellules, on va voir vite fait la matrice osseuse. La matrice osseuse est composée de deux parties. La partie organique, ou bien s'appelle l'ostéoïde, elle constitue 30% du poids sec de l'os, et la partie minérale qui constitue 70% du poids sec de l'os. Donc la partie minérale, elle est plus importante dans le tissu osseux. Pour cela, on parle en détail de cette partie. On commence avec la partie organique. La matrice organique ou bien la partie organique de la matrice, tout d'abord, elle est acidophile. Quand vous vous souvenez, la matrice organique ou bien la matrice du cartilage était basophile. Et cette matrice, elle est constituée principalement de fibres de collagène de type 1. Substance fondamentale, seulement 10%. Et la matrice, elle est faiblement hydratée, seulement 50% de l'eau. Maintenant, la partie minérale, c'est la partie principale de la matrice osseuse. Elle est composée des ions et de sels minéraux.
qui sont disposés le long et à l'intérieur des fibres de collagène et qui donnent à l'os sa dureté et sa rigidité. C'est-à-dire la matrice osseuse, quand on dit matrice organique et matrice et partie minérale, ils sont mélangés ensemble. Il n'y a pas une région qui est organique, une autre région indépendante qui est minérale. Ils sont ensemble, mélangés ensemble. C'est-à-dire, le long, à la surface des fibres de collagène se trouvent les cristaux ou bien les minéraux. Même à l'intérieur des fibres se trouvent ces cristaux, ces minéraux. Maintenant, de quoi est composée la partie minérale? Dans cette fraction minérale, prédomine le calcium et le phosphore. Nous avons parlé de ça avant. Calcium et phosphore sont mélangés ensemble et forment les cristaux d'apatite hydraté. Bon, la formule n'est pas demandée, mais cristaux d'hydroxyapatite s'appellent. Donc, les calcium et le phosphore ensemble forment ça, c'est la formule des cristaux d'hydroxyapatite. Encore dans la matrice, dans la partie minérale, il y a autres sels de calcium, bicarbonate, citrate de calcium, fluorure de calcium et même à la place de calcium, parfois on trouve du magnésium dans la matrice. Mais la partie principale, c'est calcium et phosphore. Maintenant, on va parler du périoste et endoste. On va parler de ces deux structures avant de voir en détail la localisation des tissus osseux dans le squelette et les différents types du tissu osseux. Périoste et endoste. Le périoste ressemble au péricondre. Le péricondre qui était à la surface du cartilage, constitué de deux couches pareilles. Mais le périoste, il est présent chez tous les tissus osseux. Là-bas était présent chez certains cartilages, mais ici le périoste, il est présent chez tous les tissus osseux. Tous les tissus osseux sont entourés de l'extérieur par un périoste. Et comme vous voyez ici, c'est la cavité à l'intérieur de l'os. À l'intérieur de la cavité, la surface qui est en contact avec la cavité possède une membrane qui s'appelle endoste. Donc à l'extérieur, le périoste. Et à la surface de la cavité à l'intérieur, on trouve l'endoste. On va voir en détail, même ici on voit, pareil, c'est le périoste et à la surface interne, c'est l'endoste. Le tissu osseux est bordé par le tissu conjonctif non spécialisé. Donc le périoste, c'est un tissu conjonctif non spécialisé. Sauf, il y a un seul endroit où l'os ne possède pas un périoste, au niveau des cartilages articulaires. Si vous vous souvenez, au niveau de la tête de l'os long, nous avons du cartilage articulaire. Donc, entre le cartilage articulaire et l'os, il n'y a pas de périoste. Le cartilage est directement et en contact avec l'os. C'est le seul endroit où il n'y a pas de périoste. Le périoste recouvre la surface externe de l'os. Chez l'adulte, il comporte une couche externe et une couche interne. Donc le périoste, comme le péricondre, comme j'ai dit avant, une couche externe, c'est un tissu conjonctif dense, couche tendiniforme ou fibreuse, peu épaisse, ici on ajoute tissu conjonctif dense, non orienté. Et une couche interne s'appelle couche ostéogène. Dans le cartilage, la couche interne du péricondre s'appelait chondrogène. Elle est constituée d'un tissu conjonctif lâche à prédominance cellulaire, riche en cellules. Quelles cellules? Ces cellules mésenchymateuses. Et bien vascularisées contenant des cellules souches. La couche interne est importante pour la croissance, pour la formation de cellules, de nouvelles couches et nouvelles cellules osseuses. On voit ici en bleu, c'est le périoste. Comme vous voyez, deux couches. Couche externe, ici, c'est la couche fibreuse. La couche interne, c'est la couche ostéogène. Et ici, en jaune, c'est la matrice osseuse avec les cellules ici. Comme vous voyez ici, des fibres. Ces fibres s'appellent les fibres de Sharpe. Pareil comme
chez le périchondre et le cartilage. Les fibres de Sharpe, ce sont des fibres de collagène de type 1 qui dérivent de la couche externe du périoste et traversent la couche interne et arrivent dans l'os. Rôle: attache le périoste solidement à l'os. Ensuite, l'endoste. L'endoste, c'est une mince couche de tissu conjonctif non spécialisé, une seule couche. Donc ici, il n'y a pas une couche externe et couche interne, car l'endoste est à l'intérieur de l'os. Et la couche externe, en général, joue un rôle de protection, protège la couche interne. Mais ici, vu qu'on est à l'intérieur de l'os, nous n'avons pas besoin d'une couche de protection. L'endoste est une mince couche de tissu conjonctif non spécialisé, tissu conjonctif lâche non spécialisé, tapisse le tissu osseux au niveau de toutes les cavités internes de l'os. Elle est en rapport direct, en contact direct avec la moelle osseuse. A les mêmes potentialités ostéogéniques que le périoste. Ici, on ajoute que la couche interne du périoste. Donc, ces cellules peuvent se transformer en ostéoblastes en cas de fracture pour faciliter, pour accélérer la réparation du tissu osseux. Le périoste et l'endoste participent à la croissance en épaisseur de l'os, donc augmentent l'épaisseur de l'os en synthétisant des nouvelles couches à la surface. Participent également à la réparation osseuse, c'est-à-dire en cas de fracture ou endommagement de l'os. Ces deux enveloppes, ces deux tissus conjonctifs non spécialisés participent dans la croissance donc et dans la réparation. On va voir ça en détail dans la séance prochaine quand on va parler de l'ostéogenèse. Ici, c'est l'endoste, c'est la couche interne qui est en contact avec la cavité. Elle contient des cellules mésenchymateuses qui peuvent se différencier en ostéoblastes et commencer la synthèse de la matrice.